D'accord. Bon, bah alors on va commencer. Donc, il y a quelqu'un qui. Oui, il y a Bonjour, installez-vous. Voilà. Voilà. Donc cette conférence, donc qui entre dans le cadre du Festival d'Histoire de l'Art, donc est une conférence qui à la fois va évoquer une exposition inaugurale, donc une exposition d'un artiste franco-chinois, Yan Peiming, et qui va aussi évoquer le musée des Beaux-Arts de Dijon, donc récemment rénové. Donc c'est une conférence, on va dire, qui finalement se situe sur deux volets, à la fois sur le terrain. Elle se situe sur le terrain de l'art contemporain, mais aussi sur le terrain de l'histoire des musées et de leurs évolutions récentes. Donc c'est vrai que Dijon fait partie de ces musées des Beaux-Arts récemment rénovés, comme le musée de Nantes, comme le musée de Besançon aussi récemment. Le musée de Dijon, d'ailleurs, est l'un des plus anciens musées de France. Donc c'est l'un des musées, d'ailleurs, qui est en germe avant même la Révolution française. Donc c'est un musée extrêmement essentiel dans l'histoire des musées. Ce qui est tout à fait intéressant dans cette exposition, c'est cette exposition en fait fait sens par rapport à l'histoire de Dijon, mais aussi par rapport à l'art contemporain, puisqu'elle évoque la démarche d'un peintre, d'un très grand peintre, qui lui-même s'inscrit dans l'histoire culturelle de Dijon, dans l'histoire muséale de Dijon, mais aussi dans l'histoire de l'enseignement des arts à Dijon, puisque cet artiste qui a été formé à Dijon a été formé dans une école qui elle-même est à l'origine du musée des Beaux-Arts, puisque c'est grâce à l'école de dessin de 1766 que le musée des Beaux-Arts, en 1787, va exister en germe avant même la Révolution française. Alors, par rapport au thème, par rapport à la thématique du Festival d'Histoire de l'Art, et notamment par rapport à celle du peuple, c'est sûr que Yan Peiming se révèle extrêmement intéressant, car c'est un artiste qui est extrêmement sensible aux oubliés, aux opprimés, et qui réinscrit finalement leur place dans la société, la réinscrit dans la grande histoire, considérant qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'histoire avec un grand H, que l'histoire avec un grand H, c'est tout autant celle socialement des opprimés que celle, bien évidemment, de ceux qui s'en sortent et qui accèdent aux couches supérieures. Alors, cette exposition donc s'intitule L'homme qui pleure. Donc, c'est une exposition qui, pour Ming, est tout à fait essentielle, car elle est pour lui une façon de rendre hommage aussi à sa ville. Donc, il est chinois. Il arrive en France dans les années en 1980, s'inscrit dans la foulée à l'école des Beaux-Arts et très vite va rencontrer tout un réseau d'acteurs de l'art contemporain, des acteurs qui vont d'ailleurs l'aider, l'accompagner dans l'évolution de sa démarche dans un premier temps. Et il se trouve que ces acteurs de l'art contemporain sont pour certains décédés récemment. Donc cette exposition s'appelle L'homme qui pleure. C'est un peu l'homme qui pleure des larmes, à la fois des larmes réelles, mais aussi des larmes de peinture. Et c'est ce que l'on peut ressentir d'ailleurs dans ces œuvres qui sont présentées dans cette exposition inaugurale. Donc vous avez là une évocation, une photographie de Ming le jour de l'inauguration, donc l'inauguration qui a eu lieu le 17 mai dernier. Donc l'artiste se présente devant une œuvre monumentale, donc une œuvre d'actualité, une œuvre autour du 11 septembre, une œuvre qu'il qualifie de peinture d'histoire, même s'il s'agit d'une histoire tout à fait contemporaine. Ming, de toute façon, ne dissocie pas en fait les actualités, l'histoire contemporaine des faits d'histoire qui, eux, vont structurer notre histoire tout autant politique que sociale depuis des siècles et des siècles. Alors Ming arrive en 1960, est né en 1960, il arrive de Shanghai, il arrive à Dijon en 1980. Il s'inscrit donc dans cette école des Beaux-Arts. C'est vrai qu'il y apprend la peinture. Il y est diplômé en 1987.
Il rencontre donc tous ces acteurs de l'art contemporain et notamment deux personnalités importantes, Xavier Duroux et Franck Gautreau, qui sont les cofondateurs du consortium, qui est l'un des premiers centres d'art défendus par le ministère de la Culture. Il rencontre aussi un critique d'art dijonnais, Fabien Stech, qui est allemand, qui est docteur en philosophie et qui va l'accompagner dans sa démarche. Et en fait, tout ce réseau, toutes ces personnes vont l'accompagner dans sa démarche de peintre, ce qui n'était pas facile à l'époque, puisqu'au début des années 80, c'est vrai que la peinture n'avait pas le vent en poupe. Et certains d'ailleurs, certains acteurs de l'art contemporain prédisaient sa chute, prédisaient la mort de la peinture, considérant que le faire de l'artiste n'était pas essentiel. Alors ce qui a été passionnant et émouvant pour Ming, c'est que lui, de par sa tradition chinoise, lui n'avait pas de problème avec le fer, n'avait pas de problème avec la peinture, et très vite va révéler une énergie plastique extraordinaire, ce qui va faire que ses professeurs, qui parfois étaient plutôt des tenants de l'art conceptuel, vont le défendre dans cette démarche-là. Et très vite, tout le réseau dijonnais va le défendre en considérant qu'effectivement, il y a quelque chose chez lui et dans sa démarche de tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture, et que bien évidemment, il faut qu'il aille au bout de cette démarche, et il va suivre notamment l'enseignement de Jaume Siffra, donc qui est né en 1934 et mort en 2014, qui lui est l'un des grands noms de l'art conceptuel catalan et qui était professeur à Dijon. Donc cette peinture, cette approche qu'il a est tout à fait rare, notamment en France, même si la peinture existe dans d'autres pays européens qui n'ont pas eu cette volonté quelque part de mettre en abîme, en abîme ce domaine de création. Enfin, je pense notamment aux Allemands. Ming, lui, se révèle vraiment peintre, se révèle peintre expressionniste, et on le sent dans cet autoportrait tout à fait impressionnant. Cet autoportrait qui montre effectivement sa capacité à exprimer son propre visage, et d'une manière extrêmement fougueuse, extrêmement rapide, extrêmement spontanée, ce qui se révélait extrêmement rare. Alors parmi ses amis qui le défendent, donc il y a Xavier Duroux et Fabien Stech. Donc ce qui est intéressant chez ces deux amis, en fait, c'est qu'ils vont le défendre alors qu'ils n'étaient pas spécialement des tenants de la peinture. Ming va très vite les représenter et d'une certaine manière nous interroger ou mettre en évidence le fait que finalement la représentation réelle n'a pas forcément d'importance. Ce qui est le plus important, c'est avant tout l'interrogation sur le temps qui passe, et notamment sur la finitude et sur la mort. Et donc, ces deux amis qui sont d'ailleurs récemment décédés, donc l'un de maladie, Xavier Duroux, et l'autre assassiné au Bataclan, donc récemment dans les attentats, ils ne les représentent pas à l'âge de leur mort, mais il les représente beaucoup plus jeunes. Et en fait, son souci, c'est peut-être de dépasser le temps, de ne plus se poser la question de l'âge, et de dire que finalement, la mort, c'est certainement le sujet principal dans la vie, et la mort, c'est aussi finalement ce qui rassemble tous les humains, qui sont tous égaux à ce niveau-là. Donc ces deux portraits sont effectivement assez impressionnant. Il révèle aussi une présence assez troublante, où finalement on ne sait pas s'il nous regarde ou s'il ne nous regarde pas. Ils sont un peu comme des passages entre le monde des vivants et le monde des morts. Ils mettent aussi en évidence l'importance du regard qui, au fil de la carrière de Ming, va se révéler de plus en plus important, de plus en plus ciselé, en tant qu'élément intercesseur finalement entre deux mondes. Et là, Ming se révèle certainement profondément asiatique, puisque il n'y a pas de hiérarchie entre la vie et la mort. Et d'ailleurs, ces ambiances d'atelier, sa vie quotidienne se révèlent de l'ordre de la confrontation entre le bien vivre, le bien manger, et en même temps tous les esprits de ceux qui l'ont entouré, que ce soit sa famille ou que ce soit ses amis.
Et alors, dans l'une des salles de l'exposition, donc ce qui se révèle, et donc dans la salle qui rend hommage à ses amis, donc cette exposition, c'est une forme d'hommage pour Ming à évidemment à ceux qui l'ont accompagné, ceux qui lui ont permis finalement d'avoir cette importance dans sa démarche. Il a décidé, donc dans l'organisation de cette exposition, de s'y confronter lui-même et de lui-même nous interroger sur sa propre mort, en se représentant lui-même mort, voire lui-même en vanité, même s'il y a une totale ambivalence, puisque finalement ces 4 autoportraits forment peut-être un seul portrait métaphorique, et même si finalement, même quand il souhaite se représenter en vanité, en fait, il ne s'agit pas d'une vanité, mais avant tout de son crâne, issu d'une radiographie de l'hôpital de Dijon, où on voit d'ailleurs la mâchoire inférieure. Donc on voit bien que même ce crâne, quelque part, est quand même de l'ordre de la vie. Donc il y a toujours cette ambivalence entre le monde des vivants et le monde des morts. Cette ambivalence, Fabian Stech l'analyse en parlant chez lui finalement d'autonécroscopie, à savoir se représenter soi-même mort, et dit que finalement cette démarche-là existait déjà dans l'histoire de l'art précédemment, et notamment dans l'histoire du XIXe siècle, et tout particulièrement chez Courbet. Et dans certaines analyses de Fabian Stech, il compare la démarche de Ming avec celle de Courbet, et notamment dans ses autoportraits, comme celui de l'homme blessé en 1844. Donc il y a une forme de jeu avec la mort, cette volonté de ne pas non plus l'accepter, ou de considérer que finalement un autre monde qui dépasserait le vivant et le mort pourrait exister, un autre monde qui, quelque part, mettrait tout le monde au même niveau. Alors, Ming vit dans un contexte dijonnais assez effervescent, enfin celui des années 80, un univers assez politisé, un univers d'étudiants qui le conduit à s'intéresser, ou en tout cas à fréquenter des personnes qui parfois sont engagées par rapport aux questions sociales, sont parfois engagés politiquement, et parfois d'ailleurs défendent le maoïsme. Donc c'est vrai que Ming s'y intéresse aussi, s'en amuse aussi, car bien évidemment lui il l'a vécu de près, et il est intéressant de voir effectivement cette œuvre de jeunesse. Donc c'est vraiment une œuvre d'ailleurs qui a été achetée par le Musée des Beaux-Arts récemment, qui est très peu connue et qui rappelle ces interrogations et l'intérêt en tout cas de Ming pour les questions sociales, mais avec quand même sa volonté de mettre en abîme le contexte politique de son pays d'origine, à savoir le maoïsme, et on connaît d'ailleurs tous ces grands portraits à l'infini de Mao. En 2009, il explique à Marie-Laure Bernada qu'on ne peut être artiste en dehors de l'histoire, de la politique, de la société. Donc même si quelque part il suggère le maoïsme, et un maoïsme peut-être de pacotille chez ses amis de l'école des Beaux-Arts, en même temps, il est quand même, et il reste quand même extrêmement sensible aux questions sociales, et cette exposition d'ailleurs va le prouver, puisque d'une certaine façon, il va inscrire dans le musée des Beaux-Arts de Dijon, qui est l'un des plus prestigieux sur un plan national, sa propre histoire, son histoire familiale, qui elle est une histoire modeste, avec des parents qui bien évidemment étaient complètement désargentés, et qu'il va avoir à accueillir d'ailleurs à Dijon à un moment donné, et avec lesquels il va vivre d'ailleurs jusqu'à leur mort. Donc il y a chez Ming un vrai sens du social. C'est vrai que cette exposition d'ailleurs le montre, et en même temps il tourne un peu en dérision et se met en distance par rapport aux engagements de tous les jeunes, de tous ses amis à l'école d'alors. Et lui, bien évidemment, son militantisme ne passe pas par le maoïsme, mais va plutôt passer par sa peinture, et bien évidemment par un engagement pictural qui va être de plus en plus important. Alors ce qui est amusant dans ce portrait, c'est cette triangulation. On voit bien qu'on est à la fois ce couple d'artistes dijonnais qui, eux d'ailleurs, n'ont pas pu percer au niveau de leur carrière comme lui, en même temps forment une sorte de triangle avec 3 taches rouges, les rouges des lèvres, le rouge du petit livre rouge, et en même temps on sent bien qu'il y a avant tout derrière la volonté d'une vie de bohème, d'une vie de liberté,
mais que finalement le militantisme y trouve quand même ses limites. Là où Ming va se révéler extrêmement intéressant sur Dijon, c'est par rapport à sa démarche dans le cadre des nouveaux commanditaires. Donc c'est une démarche qui n'est pas forcément toujours bien connue, qui a été défendue par la Fondation de France et qui dès les années 90 considère que l'art contemporain doit entrer dans la vie, doit jouer un rôle social. Et Xavier Duroux, donc son ami cofondateur du consortium, est décédé, donc va être l'un des premiers à défendre cette démarche de commanditaire, à savoir que ce sont les citoyens qui ont à choisir un artiste avec une médiation d'un expert d'art contemporain pour pouvoir orner leur environnement, et notamment leur environnement territorial ou professionnel. Et là, cette série que vous avez sous les yeux est tout à fait intéressante dans l'histoire de l'art contemporain, puisqu'il s'agit en fait d'une commande des travailleurs du Crous. Donc Ming vit à Dijon, il a peu d'argent, il est d'ailleurs plongeur dans un restaurant, le Dragon Céleste, et en même temps donc retrouve ses amis au Crous et est très vite très ami avec tout le personnel, que ce soit le directeur du Crous, mais aussi les plongeurs, ceux qui servent, etc. Et donc 10 d'entre eux vont le choisir en fait pour des œuvres monumentales qui orneront le réfectoire jusqu'à ce que le Crous ferme pour des raisons budgétaires, ce qui fait que ces œuvres sont maintenant dans la collection du Musée des Beaux-Arts. Donc c'est assez intéressant de voir effectivement qu'il y a cette volonté d'entrer dans cette démarche de nouveaux commanditaires qui disait qu'il fallait faire art comme on fait société. Donc c'était un peu une devise. Et vous avez là 2 portraits qui montrent effectivement la sensibilité de Ming par rapport aux oubliés, la volonté de leur redonner une vie, notamment des personnes comme les plongeurs que les étudiants voyaient peu finalement. Donc c'est vraiment une forme d'hommage. Et donc il y a là une démarche sociale de la part de l'artiste. Donc peu de temps après avoir été diplômé, donc au début des années 90, et c'est par ailleurs une démarche importante parce que effectivement cette démarche de nouveaux commanditaires va peu à peu trouver sa place dans l'environnement de l'art contemporain jusqu'à nos jours. Alors cette démarche sociale, il va au début de ces années 90, et c'est là que c'est intéressant cette démarche sociétale, il va aussi l'appliquer, on va dire, dans d'autres environnements. Donc il y a effectivement son environnement dijonnais, mais il va être sollicité assez rapidement pour notamment représenter des prisonnières de la prison de Rennes. Donc là, il s'agit de 2 portraits qui sont réalisés aussi durant les années 90. Donc ce sont vraiment des démarches qui se situent dans le sillage du Crous. Ce qui est tout à fait émouvant, c'est de voir de quelle manière il représente, un petit peu comme des photos effectivement de personnes venant d'être arrêtées. Ce qui l'émeut beaucoup, c'est qu'il se confronte à la réalité physique de ces modèles. Donc il ne peint pas d'après photographie, mais d'après modèles vivants. Et ce qui l'intéresse beaucoup, c'est que ces prisonnières, notamment, finalement, ne recherchent pas des évocations esthétiques, purement esthétiques. Elles ne souhaitent pas de beaux portraits, elles souhaitent avant tout pouvoir réexister. Et donc, d'une certaine manière, il leur apprend des démarches de résilience qui sont tout à fait essentielles, surtout dans ces univers où, bien évidemment, on est très vite complètement oublié. Donc c'est vrai que ces 2 œuvres sont importantes. Ce qui est là où on voit son génie sur un plan pictural, c'est qu'il est capable finalement d'accrocher complètement l'esthétique de ces visages, leurs expressions, avec des coups de brosse. Hein, c'est quasi truellé, c'est quasi projeté, c'est d'une très grande spontanéité à la Pollock. Et c'est vrai qu'il faut garder en mémoire un peu ces visages qui sont en même temps très simples picturalement et qui peu à peu vont devenir de plus en plus précis et de plus en plus ciselés au fil de sa carrière et notamment au contact
de la grande histoire de l'art, puisque après ces démarches sociales, Ming va peu à peu s'intéresser, se replonger dans les strates de la grande histoire de l'art, et peu à peu va finalement redigérer et revisiter notre grande histoire picturale, tous ses apports, toutes ses libertés plastiques, notamment celle d'un Courbet. Et vous verrez par la suite qu'effectivement ces portraits récents sont beaucoup plus ciselés et moins marqués par toutes ces touches picturales. Alors, Dijon, effectivement, cette exposition de Dijon peut paraître un peu paradoxale, puisqu'on voit Ming qui entre dans des prisons, on voit Ming qui s'intéresse aux travailleurs du Crous, et en même temps, depuis notamment 2009 et depuis une grande exposition qui va avoir lieu grâce à un projet d'Henri Loiret, Ming va se confronter à la grande histoire. Il va, d'une certaine manière, peut-être marquer sa revanche sociale et vouloir inscrire finalement dans notre histoire, dans nos siècles d'histoire de l'art, sa propre démarche, ses proches, ses propres oubliés, sa propre famille, ses origines modestes. Et cette démarche de 2009, finalement, nous plonge complètement dans cette volonté de dépasser toutes les frontières et de mêler l'histoire de l'intime à la grande histoire, qu'elle soit politique ou de l'art. Et là, vous avez donc cette évocation de l'exposition qui s'appelait Les funérailles de Mona Lisa, qui donc a lieu en 2009. C'est un peu le point de départ, c'est un marqueur par rapport à sa démarche depuis une dizaine d'années. Alors on voit mal parce que la photo n'est pas très bonne, mais on voit là le portrait de son père alité dans un lit d'hôpital à Dijon, qu'il confronte avec ces grandes salles rouges qui symbolisent complètement les musées, leurs évolutions au XIXe siècle. Donc ce qui est étonnant, intéressant, paradoxal pour nous, c'est cette volonté finalement de mêler l'histoire sociétale avec l'histoire de l'art, l'histoire politique. Alors à Fabien Stech, il l'explique, il le dit très bien, il le dit en 2014, donc assez récemment, 5 ans après cette exposition. Il dit l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire de l'art, l'histoire du monde, l'histoire d'aujourd'hui. On ne peut pas échapper à l'histoire tout court. C'est uniquement à partir de ces H-là que tu peux avancer, tu as des références, tu as l'actualité d'histoire aujourd'hui, et ça te donne une nouvelle lecture du monde. Quand tu travailles, tu te positionnes par rapport à l'histoire de l'art et à l'histoire tout court. Donc il est très asiatique à ce niveau-là, il n'y a pas de segmentation, il n'y a pas de hiérarchie des genres. Il entremêle un petit peu tout, et en même temps, derrière toutes ces démarches, sa volonté n'est pas d'être dans le pur réalisme pictural, notamment de ses origines modestes, mais c'est avant tout de porter un message de valeur et de dire qu'avant tout, on doit toujours se sentir sur le terrain de l'universel. Alors, à Dijon, évidemment, lui, c'est une démarche récente qui conclut peut-être celle de toutes ces années, depuis 10 ans, où il se confronte à la grande histoire de l'art. Il s'est confronté au Louvre, il a quasiment enterré Mona Lisa, après l'avoir adoré, adulé quand il était notamment étudiant en Chine. Et puis c'est vrai que son exposition, le fait de présenter son père à côté de Mona Lisa, met en abîme d'une certaine façon la grande histoire de l'art. À Dijon, il va nous mettre aussi en abîme notre grande histoire et y réinscrire son histoire personnelle, son histoire sociale, et nous révéler que finalement son histoire personnelle, ses sentiments, sa souffrance, ses pleurs sont tout aussi importants, voire plus importants que le prestige de ce palais qui lui-même est ducal et rappelle la grandeur de l'histoire politique à la fois de la Bourgogne et de la France. Donc ce qui est intéressant, si je vous montre cette vue, c'est que cette exposition finalement conclut peut-être toute une démarche autour de l'histoire, et cette exposition finalement suggère le dialogue entre l'histoire de l'artiste, l'histoire du palais, et là vous avez l'aile orientale du palais dans laquelle se situait
l'école de dessin qui est à l'origine de l'école des Beaux-Arts qu'il formait quand il est arrivé à Dijon. Donc derrière ces colonnes, vous avez effectivement la première école de dessin. Cette école, en fait, elle est aussi intéressante par rapport à ce que défend Ming, puisque c'est une école qui est issue du siècle des Lumières. Donc c'est une école qui est créée en 1766, dans une ville d'ailleurs qui va couronner Jean-Jacques Rousseau en 1750. Et c'est cette école-là qui va considérer, qui va mettre en évidence le fait que l'éducation, que les arts, c'est absolument essentiel. Et là, on se situe d'ailleurs avant la Révolution française. Donc la démarche de Ming s'inscrit dans ce contexte de valeurs du XVIIIe siècle. Alors, bien évidemment, Ming lui-même n'en avait pas forcément conscience quand il est arrivé en France en 1780. En même temps, peu à peu, il le comprend. Il comprend ce lien. Et c'est vrai que cette exposition, d'une certaine manière, symbolise ce lien, ou en tout cas met en évidence le fait qu'il était naturel que Ming, finalement, en tant qu'élève de cette école, trouve place au sein même de ce musée, et notamment dans le cadre de sa réouverture. Donc j'en profite juste pour vous montrer 2-3 images sur le musée rénové, et surtout donc la salle des statues, qui est la salle de l'école de dessin. Elle correspond au premier muséum. Elle est constituée de collections des élèves, des meilleurs élèves de cette école, qui eux-mêmes séjournaient à Rome, qui réalisent d'ailleurs des copies d'après les antiques, qui vont servir de modèle pour les élèves. Donc on est là d'ailleurs dans cette idée de copie. Et il est intéressant de voir que Ming lui-même va répliquer, va revisiter l'art et va nous interroger sur finalement qu'est-ce qu'une copie et quel message elle peut apporter, quelle source d'émotion ou non elle peut être. Donc cette salle des statues est vraiment l'origine de l'histoire des musées. On peut dire que cette salle des statues, c'est l'un des premiers musées d'Europe. C'est un musée qui va suivre notamment celui de Besançon à la fin du XVIIe. Cette salle des statues est ouverte en 1787. Elle est ouverte quelques années, juste avant le Louvre. Et on peut dire que Dijon a peut-être réussi finalement à instaurer l'idée de musée avant même Paris. Donc François de Vosges, il faut lui rendre hommage, et peut-être que Ming aussi doit lui rendre hommage, puisque c'est lui qui va défendre cette idée effectivement d'école de dessin, cette idée de musée. François de Vosges va d'ailleurs considérer que l'école, l'enseignement et le musée, donc la collection, ont à être intrinsèquement liés. C'est intéressant car c'est une idée qu'on a souvent parfois un peu oubliée en tant que professionnel des musées, dans la mesure où bien évidemment les écoles des beaux-arts sont complètement dissociées des musées. À Dijon, ce lien est totalement naturel, puisque finalement une grande partie de la collection, quasiment jusqu'au début XXe siècle, est issue des artistes qui vont être formés dans cette école. Des personnalités comme François Ruth, par exemple, ou François Pompon par la suite, donc ou Jean Dante, ce sont des artistes qui sont issus de cette école, et donc il est effectivement intéressant de voir qu'un artiste contemporain issu de cette école lui-même puisse trouver sa place dans ce musée, ce qui d'ailleurs donnera lieu après cette exposition à un espace d'exposition permanent sur Yan Pei-Ming. Donc cette école de dessin était aussi, et ce musée était accompagné d'espaces de réception à la gloire des princes de Condé, donc qui défendaient les arts résolument. Des artistes comme Bénigne Gagnereau au XVIIIe siècle vont notamment réaliser des scènes de bataille, ce qui fait que ces espaces de réception vont aussi être appelés salle des batailles. Et Pierre-Paul Prudhon va réaliser, d'après un plafond du Palais Barberini de Rome, cette grande peinture plafonnante à la gloire de la Bourgogne. Ming, lui, et c'est là que c'est intéressant, reprend finalement peut-être cette histoire,
Ming va lui-même séjourner à la Villa Médicis, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est élève de l'école de Dijon, il va séjourner à la Villa Médicis, et il rappelle et fait écho à l'enseignement de Dijon, où la ville de Dijon, les princes de Condé, s'étaient eux-mêmes créé leur propre prix de Rome, et pensionnaient en fait les meilleurs artistes à Rome pour justement réaliser ces fameuses copies que vous avez vues dans la salle des sculptures. Donc là, il s'agit d'une œuvre contemporaine que Ming réalise dans les années 1993-1994. Donc c'est une œuvre intitulée Les 108 brigands. C'est une œuvre en fait qui représente 120 portraits de personnalités anonymes ou connues qu'il réalise et qu'il présente de manière extrêmement monumentale, avec cette présence extrêmement forte. Cette démarche est très intéressante par rapport à la place, à l'histoire du portrait. Cette démarche, en même temps, par sa monumentalité, peut-être est aussi l'un des points de départ de l'intérêt de Ming pour la peinture d'histoire. Et d'ailleurs, Xavier Duroux va considérer que cette œuvre n'est pas sans rappeler effectivement les démarches d'un Courbet au XIXe siècle, qui va d'ailleurs évoquer très précisément tout le cortège dans son enterrement, notamment toute la population locale, tous ces visages. Et Xavier Duroux considère d'ailleurs que Ming finalement mêle à la fois le réalisme de ses portraits à l'histoire, à la grande histoire. Donc là, il s'agit du portrait dans les 108 brigands de son professeur, donc Jaume Ziffra. Et là, juste une évocation de l'enterrement à Ornans. Si je la montre, c'est parce que, bien évidemment, ce que Xavier Duroux avait pressenti il y a 25 ans, donc dans les années 1993-94, ce lien se révèle en fait totalement pertinent aujourd'hui, puisque Ming est sollicité dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Courbet, et que Ming justement va revisiter lui-même l'œuvre de Courbet, et va d'ailleurs va séjourner à Ornans et va réaliser non seulement un autoportrait monumental qui est en lien avec Courbet, mais aussi le portrait de Courbet lui-même. Donc ce sont des œuvres là qui ne sont pas encore connues et qui vont être présentées à partir de lundi prochain, donc journée inaugurale de cette exposition Ming face à Courbet. Et là, vous voyez dans ce portrait récent de cette année de 2019 que Ming va plus loin peut-être sur un plan pictural. On est loin de ces portraits brossés et pourtant extrêmement représentatifs des personnalités de ces modèles, mais que là, il entre véritablement dans le portrait. Il est beaucoup plus précis dans ses touches, et il affine complètement les regards, le regard de l'artiste, qui est un regard qui n'est pas forcément un regard tourné vers le dehors, mais peut-être vers son intériorité, un regard interrogatif par rapport à sa vie tumultueuse et qui ne se termine pas bien, notamment par rapport à son militantisme. Alors, au Musée des Beaux-Arts, ce dialogue finalement entre la grande histoire de l'art et son histoire personnelle le conduit finalement à entremêler finalement ses proches, ses amis, sa famille. Donc en haut, vous avez le portrait de sa mère, le portrait de son oncle, et en bas, vous avez donc les portraits de Fabien Stech et Xavier Duroux. Donc ces deux portraits sont les portraits de ses proches, donc il rend hommage à sa mère qu'il a perdue il y a 1 an, donc il y était très attaché, elle vivait à Dijon, il a été extrêmement marqué, il est toujours extrêmement marqué par sa perte, et son oncle aveugle qui l'a beaucoup accompagné quand il était enfant, quand il était jeune, quand il vivait en Chine. À Dijon, donc, il décide de confronter
ses origines finalement sociales avec on va dire les origines du musée des Beaux-Arts et notamment ses origines ducales, ses origines médiévales. Mais là, ce qu'il décide, c'est de mettre en abîme, comme il l'a fait d'ailleurs avec Mona Lisa, la grande histoire de l'art, en imaginant un dialogue entre ces trois visages, ce triptyque, et non pas les gisants qui semblent finalement de pacotille et dérisoires, mais avant tout les cortèges de pleurants d'albâtre, qui d'ailleurs sont célébrissimes, sont reconnus sur un plan international comme étant le summum de la statuaire bourguignonne, liée notamment au sculpteur Klaus Sluter. Donc ce visage est un visage finalement qui remet en cause le grand pouvoir ducal, qui met en évidence ce lien avec les figures des pleurants. Donc vous avez là un exemplaire de ces cortèges de pleurants d'albâtre autour des tombeaux, et ce visage de sa mère en fait met en évidence la question de la souffrance. C'est une ode à la souffrance. Donc ce triptyque est intitulé Souffrance, espoir, effroi. Donc ce sont en fait trois visages qui sont identiques et qui en même temps évoquent trois expressions, trois sentiments évolutifs, puisque effectivement il y a probablement l'annonce de la maladie, il y a l'espoir de guérir, et puis il y a l'effroi face à la mort. Donc il s'agit de portraits extrêmement touchants, de portraits qui d'ailleurs sont omniprésents dans la vie de l'artiste, qui le hantent, avec lesquels d'ailleurs il vit dans son propre atelier. Il vit avec le souvenir, avec l'esprit de sa mère. Il vit d'ailleurs avec les esprits de ses proches dans son propre atelier, tout en étant capable d'être extrêmement joyeux, de recevoir et de refaire le monde. Donc cortège des pleurants, donc ils sont effectivement, il y a 82 pleurants qui sont extrêmement célèbres, qui ont circulé d'ailleurs aux États-Unis au début des années 2010, qui effectivement font la gloire du musée de Dijon, qui sont un peu les Jocondes de ce musée, peut-être plus d'ailleurs que les deux gisants, notamment celui de Philippe le Hardy. Donc c'est dans cet espace, c'est dans la partie ducale du musée des Beaux-Arts. Alors c'est un musée compliqué à comprendre, parce qu'il y a un côté qui ressemblerait plus à Versailles, avec le geste de Jules Hardouin-Mansart, et puis c'est elle où il y a l'école, la salle des statues, qui est réalisée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et puis au revers de ce musée, vous avez tout le logis ducal, l'un des mieux conservés d'ailleurs de cette époque médiévale, et dans lequel il y a cette fameuse salle des statues, qui initialement était plutôt la salle des festins du duc Philippe le Bon. Alors là où il est intéressant, c'est quand on entre dans l'exposition et dans certains espaces, où Ming confronte finalement directement, et là il nous donne un petit peu les clés de sa démarche. Donc il confronte sa mère, donc cette fois-ci il l'évoque non plus à la peinture mais à l'aquarelle. Il passe d'ailleurs de la peinture à l'aquarelle assez spontanément. Il retourne en Chine, et c'est peut-être en Chine d'ailleurs qu'il approfondit cette technique-là, qu'il maîtrise d'ailleurs brillamment. Et là, dans l'espace d'exposition temporaire, il fait dialoguer donc les 5 portraits de sa mère avec les pleurants, qui eux sont représentés de manière monumentale, 6 fois plus grands que leur réalité d'albâtre, et on mesure effectivement l'importance qu'il leur donne en tant que symbole universel de la douleur. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est de voir effectivement sa technique. C'est vrai que ce sont des pleurants qui son pleurant qu'il représente là n'est pas qu'une simple copie. En fait, c'est vrai qu'il est complètement délavé, et en même temps suggère une autre matérialité, ou dématérialise peut-être le pleurant originel qui lui est d'albâtre, et donc est de l'ordre de la sculpture. Donc il y a là aussi chevauchement, entremêlement entre les techniques, et c'est ce qui se révèle aussi extrêmement émouvant dans sa démarche. Dans cette même salle, il va confronter, et c'est là aussi qu'il nous offre un peu les clés de sa démarche, l'évocation d'un pape, d'un gisant de pape, lui-même finalement veillé
par des pleurantes. Et on voit de quelle manière il tourne en dérision finalement le pouvoir divin, le pouvoir religieux, et de quelle façon finalement le plus important ce sont bien évidemment ces pleurants et le portrait de sa mère. Donc il y a cette volonté de mettre un peu en abîme et de faire vaciller finalement la grande histoire et de considérer que l'histoire de l'intime, l'histoire sociale aussi, puisque sa mère est aussi le symbole finalement d'origine modeste, est tout aussi importante, voire plus importante. Alors, dans cette exposition, donc finalement nous a conduit à nous interroger sur effectivement qu'est-ce que c'est que l'histoire, la réplique de l'histoire, le fait de revisiter l'histoire. Et il nous a paru intéressant dans cette exposition de faire dialoguer cette œuvre d'après Goya, donc 13 des Maillots, qui est une œuvre effectivement qui est une œuvre emblématique de l'histoire de l'art, des débuts du romantisme, une œuvre aussi extrêmement engagée par rapport à la question de la barbarie. Et là, c'est la barbarie des Français à Madrid, avec des œuvres effectivement qui rappellent l'histoire, qui sont parfois néo-gothiques. Donc il y a toute une section dans le Musée des Beaux-Arts qui entrecroise finalement différents domaines de création autour de ce goût pour l'histoire. Et on comprend derrière cette œuvre, bien évidemment, qu'on n'est pas dans la simple réplique, mais qu'il y a cette volonté finalement d'exprimer sa souffrance. Et là, pour le coup, on comprend bien que l'artiste pleure. Il pleure des larmes de sang, et on le ressent à travers toutes ces giclures qui, en même temps, compose cette œuvre que l'on reconnaît extrêmement bien, mais qui est très loin de la simple copie. On sent derrière sa volonté de revisiter l'histoire, c'est surtout sa volonté d'imprimer, d'exprimer son engagement et notamment ses questionnements par rapport à l'humanité ou la déshumanisation de notre monde contemporain, qui finalement produit les mêmes scènes que l'on voit en boucle d'ailleurs sur nos tablettes ou sur nos écrans de télévision. Donc chez Ming, il y a vraiment derrière cette capacité à revisiter et à capturer l'histoire, cette volonté vraiment d'exprimer un engagement. Et c'est ce que cette exposition révèle progressivement au fil des salles. Donc là, autre interrogation autour de la peinture d'histoire. Donc là, ce sont des œuvres d'après Caravage, donc autour du martyre de Saint Matthieu. Donc ce sont des œuvres qui ont été réalisées pour une exposition rétrospective en l'honneur de Rome qu'il a réalisée à la Villa Médicis avec comme commissaire Henri Loirette. Et ces deux œuvres d'après Caravage dialoguent avec les œuvres d'histoire, les grandes peintures d'histoire de la nouvelle salle qui vient d'être restaurée du musée des Beaux-Arts. Là, ce qui est intéressant, c'est peut-être que cette interrogation qui nous conduit à avoir sur le fait pictural, sur le fait plastique, puisque bien évidemment dans sa revisitation de Caravage, il exprime avant tout sa fougue plastique, et il est bien loin de toutes les normes de l'enseignement des arts plastiques et notamment de la peinture, tout particulièrement dans l'école de dessin. Au fond, vous voyez d'ailleurs la salle des statues qui précède cette grande salle dédiée à la peinture d'histoire. Alors, l'exposition, peu à peu, nous fait entrer dans l'histoire contemporaine. Et là où c'est assez intéressant, c'est de voir de quelle manière il part finalement du tout pour arriver à la partie. Il part des actualités, il en fait un marqueur, et peu à peu va retrouver sa propre intimité personnelle. Cette œuvre qui évoque le 11 septembre est tout à fait intéressant. Donc c'est une œuvre de suspense. Hein. C'est juste avant l'instant fatal. C'est comme l'œuvre d'après Goya que vous avez vue précédemment. La personne va être fusillée. Elle ne l'est pas encore. Elle n'est pas encore morte. Là, les tours ne se sont pas encore effondrées. Le deuxième avion va arriver. Et donc, il capture comme ça l'instant avant le drame.
Et il en fait finalement une œuvre iconique qui, peu à peu, va le conduire à entrer dans sa propre histoire. Et en dialogue avec cette œuvre dans l'exposition, il va y présenter le fameux portrait de Fabien Stège, donc son ami mort au Bataclan. C'est vrai que les attentats du Bataclan sont la conséquence du 11 septembre. Donc il y a vraiment cette sensibilité à l'histoire ancienne, qu'il associe à l'histoire contemporaine, et cette sensibilité à l'histoire contemporaine le conduit aussi à exprimer sa propre sensibilité par rapport à son histoire personnelle. Donc tout s'entremêle et tout s'imbrique en permanence. Il est très sensible à la question des droits de l'homme, à la question des libertés, bien évidemment. Ses origines aussi peuvent l'expliquer, mais on sait par ailleurs qu'au-delà de ses origines, c'est vrai que sur un plan international, la question de la place de la femme se pose régulièrement et va dans le sillage aussi du 11 septembre, donc évoquer effectivement ces femmes invisibles, comme ils les appellent, Invisible Women. Et là, il va avant tout révéler, exprimer leurs sentiments qui ne passent que par les regards. Et ces œuvres rappellent et mettent en évidence l'importance du regard. Et c'est vrai que derrière chacun de ces regards, il y a un sentiment. Et on est là dans des têtes qui sont quasiment d'expression, même si on ne voit quasiment pas le visage. La question de la liberté, donc il associe à ses œuvres ces oiseaux noirs sur des fils barbelés, donc qui finalement symbolise, rappelle effectivement que certaines femmes sont quasiment encagées, et il fait dialoguer ces femmes invisibles avec son oncle aveugle et met en évidence le fait qu'effectivement le regard n'est pas forcément ce que l'on voit de réel, mais c'est ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi-même. Donc ces salles se terminent, comme je vous remontre, donc avec le fameux portrait de son ami Fabien Stèche, avec un bouquet de funérailles. Ce qui est intéressant, c'est justement le fait qu'il le représente à l'âge de 13 ans, alors qu'il est mort à plus de 50 ans. Donc il y a cette volonté toujours de défier le temps et d'être toujours sur le terrain de l'universel et de l'éternel. Autre sujet qui, là, l'intéresse vivement et qui peut-être le conduit à nous poser la question du devenir de notre propre humanité, c'est cette évocation de Fukushima. Et ce qui est intéressant, c'est de quelle manière il va nous poser la question de la place de l'homme, finalement, et quel sera son devenir dans les dizaines ou dans les siècles qui vont suivre, en y associant donc ce chien hurlant. On a un peu le sentiment qu'après le drame nucléaire ne restera plus que la vie animale, voire la vie sauvage. Ce chien qui crie à la fois sa rage et qui peut-être, d'une certaine manière, nous provoque en nous disant, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui peut-être ne pourra perdurer. Donc il associe. Alors ce qui est intéressant dans cette exposition, donc c'est une exposition où on est beaucoup dans des associations d'idées, où on entremêle, comme il le dit, les haches de l'histoire, et en fait c'est une exposition qui s'est construite de manière évolutive. Nous étions deux commissaires, donc moi-même et Franck Gautreau, donc directeur du consortium, mais en même temps l'artiste lui-même, peu à peu, a laissé sa pensée cheminer, et ces œuvres qui sont présentées là ne sont pas forcément des œuvres qui étaient prévues pour dialoguer ensemble, mais qui dialoguent là et qui, au sein même de ce musée des Lumières, nous rappellent finalement que nos valeurs humanistes, celles des Lumières, celles qui après ont été réaffirmées après la Seconde Guerre mondiale, sont parfois complètement en péril. Alors Ming donc est un artiste effectivement qui se situe maintenant dans la grande histoire. Donc c'est vrai qu'il est passé par la Villa Médicis. C'est un artiste extrêmement reconnu, l'un des plus importants sur un plan international, l'un des plus importants en France. Mais c'est quelqu'un qui garde cette humilité, et l'exposition d'ailleurs est introduite par ce portrait à genoux où on a le sentiment que quelque part il ploie lui-même et physiquement sous le poids des drames planétaires, et d'une certaine manière
il endosse tous ces drames et nous conduit à nous interroger et à dépasser nos propres passivités, celles que nous ressentons, que nous avons tous quand nous regardons en boucle toutes les actualités qui passent et qui passent de plus en plus souvent et que l'on finit par banaliser. Mais Ming, quand même, et pour conclure, n'est pas qu'un artiste, on va dire, négatif. C'est aussi quelqu'un qui est quand même porteur d'espoir, qui justement, dans sa capacité à entremêler le monde des vivants et le monde des morts, va entremêler le monde de la barbarie. Et donc c'est ce qu'on voit là dans cette œuvre terrifiante qui s'appelle No Comment. Donc là, on est vraiment dans une scène d'apocalypse, de chaos, à la paix. Et récemment, va réaliser cette œuvre qui évoque des pigeons porteurs de paix, qui d'ailleurs font référence aux petites hirondelles qui sont peintes par Courbet dans son atelier redécouvert à Ornans récemment et qui donc va être réouvert lundi prochain. Et donc on sent derrière la démarche de Ming aussi l'espoir. La mort n'est pas que porteuse de drame, elle est aussi porteuse peut-être de rebondissements. Notez aussi que dans cette œuvre, la couleur apparaît, même si vous avez vu beaucoup d'œuvres plutôt monochromes. Notez aussi cette énergie plastique, ce combat. Et c'est vrai qu'on sent que chez Ming, il y a vraiment cette volonté de combat. C'est vrai qu'il fait corps avec ses œuvres, tout en étant capable de s'en détacher et tout en étant capable aussi de vivre la vie, de bien la vivre, de recevoir, de discuter avec ses amis. Donc c'est vrai que la paix est importante et c'est vrai que dans cette exposition, cette expression de la paix est tout à fait essentielle dans ce musée qui, justement, de par ses origines liées aux Lumières, est porteur et se doit d'être porteur de valeurs résolument. Donc cette exposition est l'exposition inaugurale du Musée des Beaux-Arts. Donc le Musée des Beaux-Arts de Dijon, c'est un musée dont les espaces permanents font 4200 mètres carrés. C'est un projet qui s'est amorcé en 2005 et qui vient juste d'être inauguré. Ce sont une cinquantaine de salles qui ont été réalisées. Donc ce musée est vraiment l'un des plus importants, donc historiquement de par son XVIIIe siècle, mais aussi architecturalement. C'est pas le musée habituel, l'objet muséal prévu pour accueillir des collections, mais ce sont plutôt des strates d'histoire qui s'imbriquent les unes dans les autres, comme dans l'œuvre de Ming où tout s'imbrique aussi. Et là, par exemple, vous avez plusieurs périodes historiques. Vous avez sur la droite les restes des cuisines ducales, donc c'était un lieu d'art de vivre. Au fond, vous avez la partie muséale du XIXe siècle, donc qui a dû être ouverte dans les années 1850-56. Et sur la gauche, vous apercevez la tour de Philippe le Hardi, donc qui date du XIVe siècle. Donc on est sur 6 siècles d'histoire, et bien évidemment, ce musée est un musée porteur d'universel. Alors cette inauguration nous interroge sur le sens de la vie. C'est une inauguration aussi qui a été porteuse de joie, de fête. Et là, bien évidemment, les pigeons pacificateurs de Ming font écho aussi finalement à un futur positif. Et l'inauguration s'est accompagnée de spectacles pendant 3 jours. Ces spectacles, cette inauguration a accueilli près de 23 000 visiteurs. Donc là, vous avez un funambule que vous voyez à travers les grilles du musée et qui apporte la clé, symboliquement la clé d'entrée du musée. Donc il la porte, il est sur ses fils, et c'est cette clé qui est remise au maire. Le maire ouvre les portes et bien évidemment, le public peut après y entrer et découvrir les nouveaux espaces. Donc ça a été un week-end de fête. Et là, vous avez une opération assez monumentale, un lustre géant, un lustre en même temps qui rappelle les espaces d'apparat de l'école de dessin et du muséum. Dans ce lustre, il y avait d'ailleurs des musiciens, et ce lustre a été l'occasion d'un bal populaire d'ailleurs, qui bien évidemment a permis à tous les Dijonnais de faire la fête. Et ce lustre aussi n'est pas sans faire sens par rapport à la démarche de Ming, qui est aussi un bon vivant et qui aime lui aussi
recevoir, échanger et faire la fête et discuter pendant de longues heures. Donc voilà ce bref aperçu de cette exposition inaugurale. Donc je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Juste quasiment à la fin, sauf les 3 triomphes de bouche, c'est vraiment pratiquement systématique dans son œuvre. Et c'est un décalage par rapport à la réalité. Qu'est-ce que ça... Je crois qu'il est, oui, c'est une forme, ça occasionne une forme de trouble. Et que bien évidemment, ça permet aussi ce décalage par rapport, oui, à la réalité photographique, et que quelque part, chaque visage en tant que tel n'est pas le plus important. Ce qui est important, ce sont tous ces visages les uns à la suite des autres qui forment tous ensemble un peu la métaphore finalement, ou qui forment tous ensemble une sorte d'autoportrait métaphorique de l'artiste. C'est vrai que l'artiste imbrique sa vie et ses démarches et ne souhaite jamais se fixer concrètement où que ce soit. Et je pense qu'effectivement, cette monochromie conduit à une approche un peu atemporelle, en fait. Alors, c'est la monochromie. C'est vrai qu'on est souvent dans le noir et blanc, mais en même temps, vous avez vu qu'il y a quelques œuvres qui sont effectivement en rouge, comme le Goya. C'est vrai que les pigeons sont plutôt dans des dominantes de bleu. Donc il n'est pas dans le rejet de la couleur, mais il souhaite la dépasser, et puis d'une certaine manière affirme sa propre démarche. Et c'est vrai que même si parfois il évoque et représente des œuvres déjà connues ou des portraits déjà connus, en même temps, on se sent confronté à Ming lui-même. Il reste omniprésent de toute façon dans toutes ses œuvres. Yan Peiming, en fait. Peiming, c'est comme cela qu'il faut l'appeler. C'est Yan Peiming. Oui, c'est compliqué à la chinoise, oui. En fait, il fait référence à la littérature chinoise, au fil de l'eau 108 brigands, mais en même temps on réalise 120. En fait, il en réalise, c'est-à-dire il entremêle en fait sa propre culture chinoise. Il part d'une œuvre littéraire ancienne et en fait la revisite et l'entremêle avec sa vie réelle et sociale, on va dire, sur Rome, et réalise effectivement toutes ces murs de portraits, à la fois d'anonymes et de proches. Et en fait, il entremêle que l'Est et l'Ouest, on va dire, sur un plan culturel. Il a toujours cette envie de pousser les frontières, en fait, ou d'imaginer un monde sans cloisonnement et sans frontières. Donc, toutes ces œuvres posent un peu toujours cette question-là. C'était assez amusant qu'il y a eu une exposition en 2003 où il a réalisé une œuvre qu'il a intitulée International Airport,
sur la place de la Libération de Dijon. Donc là où vous avez le lustre, en fait, c'est ce qu'on appelle la place de la Libération, qui était la place royale. Et en fait, il décide d'y installer un diorama qui évoque un aéroport international. Donc en fait, c'est une manière pour lui de dire que même dans une ville historique comme Dijon, il faut pousser les frontières et bien évidemment avoir une vision complètement, on va dire, globale. Et lui-même, quelque part, à la fois est intimement dijonnais et en même temps n'a jamais véritablement envie de l'affirmer, se sent aussi profondément international. Donc c'est toujours un petit peu cette complexité-là qui en même temps nous conduit sur le terrain de l'universel. Et c'est cela qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, ces démarches vont jusqu'à finalement pousser les propres Dijonnais à sortir de leur gonds. C'est vrai que Dijon est une ville plutôt donc centrée sur l'héritage ducal. C'est une ville qui n'a jamais été détruite par les guerres. Les Dijonnais sont bien comme ils sont et n'avaient pas spécialement envie que la ville évolue. Et le fait que Ming, quelque part, leur dise « bah oui, mais vous êtes ducal, mais en même temps, l'époque des ducs, ça fait très longtemps, et en même temps, vous êtes une ville de notre temps et de notre époque », va conduire les autorités politiques à faire appel à Jean-Michel Villemotte, après l'évocation du diorama, pour revisiter cette place et la moderniser complètement et lui donner une dimension contemporaine. Alors ça, c'est une exposition temporaire, donc jusqu'en septembre. Et après, donc, on est en train d'imaginer avec lui un espace permanent où seront présentées certaines de ses œuvres et probablement certains des portraits du Crous réalisés dans le cadre des nouveaux commanditaires. Il nous paraît important effectivement que Ming soit présenté en permanence parce que c'est l'un des élèves de cette école et que c'est l'occasion finalement, grâce à lui, de réinscrire la place de cette école, le rôle de son enseignement et puis les liens entre les arts plastiques et les musées. Bon, bien. Bonne soirée.